Thomas Plouffe, doctorant en doctorant en psychopédagogie. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu voulais nous présenter aujourd'hui la pensée d'un grand pédagogue, biologiste aussi. Épistémologiste, il dirait. C'est ça qu'il dirait, lui. Redis ça 3 fois. Jean Piaget. Ouais. Qui est-il? Jean Piaget. Avant, donc, question préalable, pourquoi nous parler de lui? Oui, pourquoi Piaget? Moi, j'aime beaucoup sa pensée. Je trouve qu'on tombe souvent dans la caricature quand on parle de l'enfant. On tombe souvent, on est comme pris entre une espèce de caricature qu'on colle à Rousseau, là, quoique peut-être même ça collerait même pas à sa pensée. L'idée que l'enfant, c'est un être, cette caricature-là, c'est un être pur, immaculé, parfait. Pas parfait, c'est-à-dire dans son état de nature, il était sans tache, puis que finalement la société le corrompt complètement, est une entrave qu'il faut simplement enlever pour qu'il se redécouvre. Mais c'est une caricature qui est souvent mal... Puis à l'opposé, on a une autre caricature qui est celle d'un enfant qui serait tout simplement un vase à remplir. Là. On entend ça, je pense que ça vient de Montessori. En tout cas, ça a été repris finalement une espèce de mini-adulte là, qu'il faut tout simplement former. Bon. 2 caricatures, puis des fois, on a de la difficulté à trouver un peu avoir une vision qui est plus saine de l'enfant, qui reconnaît à la fois toute son intelligence, parce que c'est un être intelligent en soi, mais sans l'idéaliser, sans en faire quelque chose qui nous... Parce qu'après tout, l'enfant, c'est ça qui est particulier. L'enfant, oui, a ses particularités, comme l'aîné a ses particularités, comme l'adolescent a ses particularités. Mais si je dis, est-ce qu'une jeune pousse de chêne est autre chose qu'un chêne? Non, ça reste un chêne dans le sens où ça a les particularités d'une jeune pousse, mais ça reste finalement la même nature profonde. Donc l'enfant, c'est nous-mêmes. Je veux dire, j'ai été un enfant, tu as été un enfant, à moins que je sente j'ai déjà été ça. Bon, tu vois, toi aussi. Fait que, donc on a tous, ça fait partie de notre nature. Donc c'est intéressant. Piaget, à travers sa réflexion autour de l'enfant, c'est une réflexion autour de la nature humaine. Il se questionne sur le développement. Lui et Piaget, il s'est... pour l'histoire un peu, il y avait une mère qui était très, très pratiquante, protestante, très croyante, qui a voulu lui inculquer cette foi-là. Puis ça a été une tergiversation importante dans sa vie, ce qui fait que il s'est intéressé, entre autres, beaucoup à la question de la morale, développement de l'intelligence, mais aussi du développement de la morale. Puis, à quelque part, on peut croire que l'essentiel de son œuvre est un travail qui cherche à réconcilier ou à concilier la raison et la foi, la raison et le spirituel. Tu sais, donc, c'est d'autant plus intéressant. Puis si tu veux que je rentre ça dans le vif. Rentre, vas-y. Mais Piaget, comment est-ce qu'il voit l'enfant déjà? L'enfant, pour lui, c'est un être qui est actif dès sa venue au monde, qui est intelligent, qui construit. On a collé l'idée du constructivisme à Piaget par la suite pour cette raison-là. Il construit du sens. C'est d'abord et avant tout un constructeur de sens, l'enfant. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il va être constamment en train d'appréhender le monde pour l'assimiler, pour l'intégrer. Il va prendre le monde tel qu'il est, avec le chaos ambiant, puis il va en quelque sorte, il va ordonner le monde. Il va en faire un univers cohérent. On va dire ça comme ça au début pour commencer vague. Puis son but, essentiellement, c'est construire du sens. Pourquoi est-ce qu'il cherche à construire du sens? Parce qu'il cherche à donner du sens au monde, à ordonner le monde. Pourquoi? Pour mieux comprendre quelle est la place que lui, il peut prendre à l'intérieur de ce monde-là. Donc, l'image que je donnerais, c'est l'image d'un casse-tête où l'enfant, finalement, très rapidement, là, dès ses premiers jours, comprend, bon, il ne verbalise pas comme ça, là, mais il comprend qu'en fait, il est une pièce d'un casse-tête qui le dépasse complètement. Mais une pièce sur laquelle il ne connaît pas les motifs, puis casse-tête pour lequel il ne connaît pas le nombre de morceaux, les motifs non plus. Donc, toute sa vie, à quelque part, c'est toujours c'est une construction continuelle où est-ce qu'il va être en train d'essayer de voir c'est quoi ce monde, le réel tel qu'il est, de quoi il se compose, pourquoi? Pas pour rien, pour le néant, mais pour mieux voir, moi, je suis qui dans ce Pour mieux m'y inscrire. Ça rejoint d'ailleurs ce que le docteur Lamy nous disait un peu plus tôt. Oui. Puis je regardais tes mains faire comme ça, puis c'est une danse relationnelle initiale, et tu demandais comment l'enfant fait
le nourrisson, c'est que l'enfant a ce système d'attachement, il est comme programmé, en tout cas cérébralement pour le coup, pour renvoyer des signaux, pour rapprocher la figure d'attachement, que cette figure d'attachement le regarde, et c'est cette intersubjectivité-là qui va commencer cette naissance au monde, cette deuxième naissance. Ouais. Puis, mais c'est super bien fait, hein, le cerveau du nourrisson, pour ça c'est génial. Il y a un autre phénomène qui est très... Parce que c'est entre... Puis à quelque part, donc il y a un rapport ordre et chaos dans cet apprentissage-là, dans cette construction-là qui continue sans cesse, où est-ce que l'enfant il veut intégrer suffisamment de chaos pour pouvoir l'ordonner, le façonner, puis tranquillement complexifier sa représentation du monde. C'est un petit peu parce comme... qu'un enfant de 4 ans qui joue au bloc, c'est assez limité, sa conception du monde. C'est aussi limité que ça doit l'être, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas intégrer... Le monde est si complexe qu'il ne pourrait pas l'intégrer d'un seul coup. Donc, tu sais, on peut imaginer ça un peu comme des cercles concentriques, c'est-à-dire que sa construction va tranquillement prendre de l'ampleur, ce qui fait que tranquillement, il va changer ses représentations du monde de telle sorte qu'il peut intégrer de plus en plus la complexité du monde. Et ça se réajuste aussi, il doit avoir... c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que ça fonctionne, ce phénomène-là. C'est que pour passer, disons, d'une représentation à une autre, ce qui arrive constamment, ça prend une anomalie, en quelque sorte. Ça prend un glitch, un bug là, dans sa représentation. Il est face à une représentation, puis là, tout à coup, ploup, il y a quelque chose qui vient, une anomalie. Je pensais pas que ça se pouvait, un garçon qui a les cheveux longs. Admettons par rapport à quelque chose d'assez terre-à-terre, par exemple, ou par rapport à sa représentation de ce que c'est un oiseau versus un autre. Bon, ça, c'est assez facile à se l'imaginer, mais ça va aussi à l'échelle de lui par rapport à l'autre. Tu sais, moi, je suis qui? Moi, par rapport à mes parents, ils sont qui par rapport à entre eux? Et ça, on fait ça constamment, c'est-à-dire que pour changer pour se développer sur le plan moral puis sur le plan intellectuel, ça prend une rencontre de l'autre qui, dans son imperfection, m'oblige à reconfigurer ma représentation du monde constamment parce que l'autre, n'étant pas moi, il est constamment en train de me provoquer. L'autre est toujours une anomalie. Toujours une anomalie, exact. On parle des enfants, mais c'est vrai aussi pour nous, dans la mesure où, à moins de vivre complètement aliéné, je veux dire, normalement, même en tant qu'adulte, on continue de développer notre conception. Mais c'est un bon point que tu nommes, c'est-à-dire qu'il y a moyen de s'échapper de cette logique-là en s'aliénant. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est le moyen de pas être confronté à l'anomalie et donc à la... Parce qu'il y a une autre image qui donne, c'est que dans le changement de représentation, forcément, un peu comme Mme Lamy disait tantôt, il y a un renoncement. Il y a un renoncement à l'ancienne représentation. Donc, il y a la mort de l'ancienne représentation pour aller goûter à la nouvelle. Donc, ça fait mal, ce renoncement-là, ça fait mal. Donc, si on peut s'en préserver, l'intuition première, c'est de vouloir s'aliéner. L'aliénation empêche la rencontre de l'autre dans le... Il y a un film assez caricatural qui s'appelle Crash. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film qui date des années, mais qui représente très bien cette idée-là où est-ce que c'est la rencontre. Il dit pour changer le monde, ça prend une rencontre de l'autre. Mais c'est pas une rencontre qui est bonjour, ça va bien, comment t'appelles-tu? C'est une collision. Ça prend David Cronenberg qui a fait ce film-là? Peut-être, c'est possible. Mais bref, c'est vraiment dans une... Ça vient faire effraction dans mon monde. C'est-à-dire que la rencontre à l'autre, c'est une effraction. Puis c'est... autoriser ou pas l'autre dans tout ce qu'il est à venir faire effraction. Puis oui, on peut faire le choix. Puis je trouve que c'est très fréquent actuellement que beaucoup se ferment puis fassent le choix de « je n'accepte pas que l'autre comme il est fasse effraction et vienne me remettre en cause ». Ça parle de la flexibilité aussi, puis de cette plasticité que les enfants ont quand même beaucoup plus que nous. Absolument. Ben oui, heureusement. Heureusement, c'est d'ailleurs assez fascinant de voir... la plasticité cérébrale, puis aussi la nature biologique nous porte aussi toute cette construction-là, c'est-à-dire que même au niveau du cerveau, il y a tout un travail d'élagage, donc de mort des cellules inutiles. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, le cerveau élague, tue on pourrait dire symboliquement, il va tuer des cellules... il laisse mourir. Réellement, hein, c'est une mort cellulaire, puis c'est ça les neurones meurent, mais se connectent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a pour faire de meilleurs circuits. Exactement, ouais. Wow. Il y a toute cette image-là qui est essentielle, donc de la mort, la mort essentielle à la vie, c'est-à-dire à une vie qui est plus complète. Donc, on sort de la représentation d'un enfant qui est idéalisé parce que l'enfant, à la fois, il doit être reconnu dans son intelligence, mais
la fois aussi, il doit être vu dans son immaturité, c'est-à-dire que l'enfant, surtout le tout petit, il est immature. Donc, on doit à la fois le reconnaître dans son intelligence, dans sa singularité, dans son unicité, mais en même temps, on doit aussi, Piaget parle de conflit cognitif, on doit entrer en collision avec lui sur le plan, sur le plan en tout cas dans l'éducation, on doit entrer en collision avec ses idées. On doit être une forme d'anomalie, en quelque sorte, pour pouvoir le tirer toujours. Oui, l'élever. Le tirer vers plus de complexité. On doit revenir à 2 mots qui sont vraiment très banni dans la nouvelle parentalité, qui est autorité et discipline. Au sens où les gens disent, ben non, pas d'autorité, c'est autoritarisme. Pas la même chose. L'autorité au sens de augere, qui veut dire aider à croître. Et discipline au sens de disciplina, qui est vraiment la relation du maître à l'élève, puis le guide. Donc, quand on me dit, mais vous n'êtes pas partisan de la parentalité bienveillante, oui, bien sûr, mais pour moi, ça ne fait pas de sens de mettre parentalité avec bienveillance, dans le sens où, à partir du moment où je suis avec l'autre, je le considère, je suis de fait bienveillant, comme s'il fallait qualifier cette parentalité-là. Donc, le retour à une autorité et une discipline au sens de borner aussi quelque chose, puis d'être garant pour l'enfant, parce que l'enfant n'est complètement dépendant, n'est immature, et on a tendance à penser qu'il faut rapidement rendre un enfant autonome et indépendant. Plus on va forcer cette indépendance sans respecter cette sécurité affective, plus effectivement on va propulser vers le monde des enfants et des adolescents qui ne sauront pas rentrer en contact avec l'autre. C'est fascinant. J'aurais envie de développer sur la violence, qui est un terme inaudible aujourd'hui, mais il y a quelque chose de violent dans cette confrontation-là, dans cette collision-là, à la limite ou à l'altérité. Ça ne veut pas dire qu'on est violent pour autant et qu'on se tape dessus, mais juste le simple fait d'être avec vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui a un potentiel de me déranger, de me remettre en question. Et heureusement. En tout cas, ça a été une douce violence de faire cette émission aujourd'hui avec vous. C'était fascinant. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ces éclairages.